Bonjour Gérard Sunen, merci de recevoir Deliviu dans votre cabinet. Vous êtes psychiatre français installé à New York. Est-ce que vous Oui, pouvez en deux mots vous présenter à nous? en deux mots, oui, je suis venu quand j'avais 11-12 ans. Mon père était invité par le gouvernement américain en tant qu'ingénieur Mhm. pour travailler sur des projets qui étaient connectés à la guerre froide. Et donc j'ai déménagé avec la famille évidemment et j'ai fait un peu de lycée français à New York. Et puis j'ai fait l'université américaine et puis mes études médicales. Et après c'était la neurologie, la psychiatrie. Et je suis établi maintenant à New York pendant un bon bout de temps. Et j'étais, pendant au moins une vingtaine d'années, j'étais rattaché au consulat de France pour le service de la communauté française ici à New York. D'accord, très bien, Mhm. merci. Euh, nous vivons une situation sans précédent. C'est sûr. C'est une situation absolument difficile que nous connaissons à New York. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue et ce que vous pensez de cette crise que nous vivons actuellement à New York et partout aux États-Unis et à travers le monde? Mhm. Oui, c'est un événement cataclysmique parce que non seulement ça m'a interpellé par la rapidité, la fluidité du virus et sa propagation, mais c'est un phénomène qui influe toutes les dimensions de la société. Et je vois ça comme un effet domino qui commence par la médecine et la psychiatrie, disons, et puis qui se répercute sur les tas de dimensions économiques, etc. Euh, donc c'est la rapidité et la fluidité de cette épidémie qui m'interpelle Oui, et qui aussi demande des réponses appropriées et aussi qui euh, demande une sorte de compréhension des choses. Et ça c'est difficile parce que nous n'avons pas les données. oui, c'est ça. Alors oui, Connaissez-vous des personnes touchées dans la communauté, au sein de la communauté française et américaine, bien sûr, autour de vous? oui, je connais, mais indirectement, c'est-à-dire des personnes touchées médicalement, très peu. C'est-à-dire que ce D'accord, sont des amis ou des connaissances de patients ou de patientes, ok. mais touchées psychologiquement, alors là, il y en a beaucoup. Il y Ça, en a beaucoup. je peux vous garantir, oui. Et à ce propos, comment les Français réagissent-ils par rapport les Français avec qui vous êtes en contact? Parce que je suppose que vous vous adressez aussi à la communauté française. Quelles sont leurs réactions par rapport à ce qui se passe? Vous savez, s'il y a un dénominateur commun, c'est l'angoisse et l'incertitude. La communauté française, contrastée aux autres communautés new-yorkaises, elle est un peu éparpillée. Oui, Il y a une communauté qui est longuement établie ici à New York, qui est un peu plus, disons, mature à Manhattan. uhum, Mais la communauté jeune, vibrante, et plutôt dans les boroughs comme Brooklyn par exemple, au Queens. oui, Et là, vous trouvez euh, des agrégations de Français, de jeunes Français, qui ont commencé leur business et qui des groupuscules de Français qui sont assez actifs dans la communauté française. uhum, Mais maintenant, tout est fermé. C'est-à-dire que les restaurants français qui existaient, les bars, les pubs et tout ça, qui existaient à Brooklyn, ils sont tous fermés. Alors, les communications sont entravées d'une façon ou d'une autre. oui, Les jeunes Français sont des gens qui viennent ici pour quelques années et pour la plupart veulent tous retourner en France. oui, Mais ils se sentent un peu isolés, ils ont un peu le mal du pays et
viennent discuter avec moi pour discuter des mœurs américaines, surtout dans l'aspect du dating, par exemple. Oui. C'est ça, oui. C'est un peu compliqué. Les cultures sont assez différentes, bien plus qu'on le pense. Et donc ces personnes vous appellent. Comment que ça se passe? Est-ce que vous continuez d'exercer? Comment vous vous organisez par rapport à ça? Alors, ce qui était assez surprenant, c'est la vitesse avec laquelle les thérapeutes new-yorkais ont changé au virtuel. C'est-à-dire, ils se sont mis dans toutes les sortes de plateformes virtuelles, et moi inclus d'ailleurs. Parce que Donc vous vous y êtes mis également? Oui, malgré que les gens voulaient venir, ils voulaient quand même, ils étaient en conflit, ils ne voulaient pas venir. Ils avaient peur des transports. Et donc on a passé au virtuel. Et je dois vous dire que ça marche assez bien, oui. Surtout si on a eu des contacts préalables pendant des semaines ou des mois, voire des années. Donc la mutation, le changement se passe très très bien. La communication est déjà établie au préalable et les choses se passent assez simplement. Voilà, exactement. Et alors les gens vous appellent, qu'est-ce que vous dites les gens quand ils vous appellent? Quelles sont leurs principales inquiétudes ou angoisses par rapport à ce qui se passe? Inquiétude, angoisse, c'est plutôt l'incertitude. C'est une angoisse généralisée, mais aussi c'est une peur, la peur réelle du virus. Et donc une élaboration de système de protection personnelle, mais aussi il y a quelque chose de plus lointain, de plus flou et diffus, c'est le futur. Oui. Futur non seulement de sa santé personnelle, et aussi de sa famille en France, par exemple. Oui. Parce que les familles en France sont confinées. Ici, les jeunes Français sont confinés aussi. Donc l'éloignement. L'éloignement, donc ils dépendent. Et ça, c'est pour ça que la technologie, malgré ses défauts, a plusieurs avantages. Parce qu'il est possible de maintenir les connexions. Bien sûr. C'est très très important, les connexions humaines dans cette catastrophe. Alors, New York, malheureusement, enregistre le triste bilan de plus de 4000 décès à l'heure où on se parle. On arrive à un chiffre multiplié par 2 si on le compare tristement par rapport à la tragédie du 11 septembre. Est-ce que vous voyez des syndromes? Est-ce que vous voyez des réactions similaires par rapport aux attaques du 11 septembre? Il y a une différence. En 11 septembre, j'étais ici. Oui. J'ai vu pas mal de gens directement affectés par le 11 septembre. Il y avait un ennemi concret. Il y avait un ennemi bien défini Oui. versus un ennemi aujourd'hui qui est indirect, qui est subversif. Invisible, comme on dit. Oui, c'est toute la différence. Parce que pour un ennemi invisible, on n'a pas vraiment de défense adéquate. Oui. Oui, so. Et quel conseil, justement, vous donneriez aux personnes concernées, qu'elles soient françaises, provenant de toute communauté américaine, et d'ailleurs, pour, on va dire, surmonter cette angoisse, parce que est-ce que je suppose que les personnes vous appellent pour des problèmes de stress, pour des problèmes de sommeil, pour des problèmes Absolument. de travail? Quelques conseils que vous pourriez leur donner? Un des premiers conseils, c'est de maintenir les relations humaines, non seulement de maintenir, de les créer, de les encourager, et si elles sont un peu latentes, de les réanimer. Oui. Donc c'est les relations humaines, parce que les humains sont faits pour ça. Oui. Donc, de rétablir les connexions, de reconnecter avec sa famille, de plus en plus de ses amis, ça c'est très important. D'accord. Et justement, je vous pose cette question du fait que le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, a annoncé hier que
les mesures de confinement seraient prolongées jusqu'au 15 mai pour l'État de New York. Comment tenir jusqu'au 15 mai pour les personnes qui ne peuvent pas encore ressortir, même si des mesures de réouverture, on va dire, sur le plan économique sont en cours? Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes pour tenir? Alors, pour tenir, il faut, je crois, plusieurs choses. D'abord, c'est de maintenir un esprit cartésien en face de l'épidémie, c'est-à-dire de ne pas se laisser aller dans des fantasmes, c'est de s'informer, mais de ne pas se surinformer. Il y a des gens qui passent toute la journée devant leur poste, et évidemment, avec les nouvelles bidons et tout ça, et puis les rumeurs, oui, ça peut prendre des proportions assez grandes. Je cite quelquefois les lyriques de la chanson rock. Don't let the wheels of your mind drive you crazy. Ne laissez pas les rouages de votre esprit vous rendre fou. Oui. Donc il faut faire attention à garder un esprit augmenter les peurs. Et augmenter les peurs. Oui. Les autres approches sont, je dirais, psychocorporelles, qui sont très utiles. Ce serait, disons, le yoga. Oui. Il y a plusieurs formes de yoga et quand on est entraîné dans une forme de yoga qui correspond à ses aptitudes et à ses désirs, c'est très utile pour harmoniser la vie intérieure. D'accord. Alors, psychocorporel aussi, j'ai mis quelques notes là que je pensais. Bon, évidemment, c'est l'exercice, toute forme d'exercice, mais surtout les exercices méditatifs, c'est-à-dire avoir une prise de conscience durant la performance de l'exercice. La méditation, évidemment, qui est une technique que l'on peut apprendre. Il y a plusieurs formes de méditation, il faut trouver la bonne pour soi. Il y a le training autogène que j'utilise beaucoup, qui est une technique européenne d'ailleurs, qui a des décennies d'histoire, pas très développée en Amérique, mais qui est une alternative à l'hypnose. Et en quoi consiste cette technique? Cette technique consiste à méditer sur différentes parties de votre corps. D'accord. Tout en invitant des sensations qui sont reliées à la relaxation profonde. D'accord. Alors, c'est une technique de relaxation profonde. Donc, le training autogène est en fait une sorte de philosophie, si on peut dire, c'est-à-dire d'adopter une sorte de philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire la philosophie? Mon père me disait toujours, il a survécu 2 guerres mondiales en France, il m'a dit, Gérard, il faut être philosophique. Je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire, je ne savais pas si c'était l'acceptation des choses ou une attitude zen, mais une certaine philosophie, de mettre tout ça en perspective. Ça avait du sens pour lui. Voilà, ça avait du sens pour lui. D'accord. Donc le but de toutes ces approches, c'est d'éviter le stress, parce que le stress est très nocif. Ça entraîne des troubles de sommeil, ça entraîne des troubles, aggravation de troubles psychosomatiques, bien par sûr. exemple, toutes sortes de choses que vous avez bien documentées. Et la déprime, la déprime, il y a plusieurs genres de déprime. Il y a des déprimes existentielles. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On passe peut-être dans ce qu'un sociologue français, Durkheim, appelait l'anomie. L'anomie, c'est une sorte de relâchement des normes sociales qui donne un sentiment d'être délaissé, d'être sans structure. Oui, oui. Et donc c'est une forme de dépression. Et c'est peut-être ce que nombre de personnes pourraient ressentir actuellement. Absolument. Une autre question, Gérard Sennen, à propos de la population de sans-abri, très nombreuse à New York. On parle de 136 000 personnes, selon un recensement effectué l'année dernière, qui vivent dans la rue. Beaucoup, les rues étant vides, les avenues également
beaucoup de ces personnes qu'on voyait déjà auparavant, mais qu'on voit encore plus aujourd'hui, donc séjournent dans la rue, malgré les incitations à dormir dans les foyers. Quelle est votre vision et quelle est votre opinion par rapport à cette situation? Eh bien, vous voyez, cette épidémie a un rapport à la société. La société englobante. Et les fils sociaux en Amérique, il y a une grande pénurie des déficiences de réseaux sociaux. C'est pas comme en Europe. La grande hantise des Américains, c'est de devenir SDF, homeless. Et nous voyons de plus en plus de gens qui maintenant sont dans la rue, en train de mendier. C'est épouvantable. C'est triste. Absolument. Absolument triste. Et je crois que l'Amérique va se réveiller après cette épidémie, cette pandémie. Elle va se réveiller à beaucoup de choses. Et malgré ce que nous passons aujourd'hui, qui est une phase épouvantable, je crois qu'il y aura des bénéfices dans le sens où il y aura des visions plus empathiques, plus altruistes et un renouvellement d'une nouvelle société. Et c'est ce que j'attends. C'est ce que vous attendez. Un petit mot pour terminer. Quelle petite parole de sagesse et de, au titre de conseil toujours, vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent? Gardez le moral, gardez l'optimisme. Attention au stress, comme je le dis souvent, ce qui passe dans votre tête, ne le transférez pas dans votre corps. Gardez un rythme, une harmonie journalière, bonne nutrition, bon sommeil, contact humain, repos, méditation, yoga, harmonie intérieure. Merci beaucoup Gérard Sunnen, merci à vous, merci. Je suis ravi, merci bien. Merci bien.